Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre débat quotidien en direct de Al24 News. L'émission de ce soir est consacrée aux dossiers brûlants qui défraient la chronique et l'actualité depuis quelques jours, voire même quelques semaines, en l'occurrence la crise sino-américaine. L'affaire s'est transformée en crise après la visite de Pelosi, chef de la Chambre des représentants américains, qui a balayé d'un revers de la main tous les us politiques en visitant Taïwan et défiant ainsi les menaces et les mises en garde de Pékin. Hors d'elle, Pékin voit rouge et décide, en plus des manœuvres militaires engagées près des côtes taïwanaises, de suspendre sa collaboration avec Washington sur le dossier militaire et climatique. Pelosi repart de l'île triomphante ou honteuse. On ne sait pas finalement à quoi aura servi cette visite et quel était l'objectif. Pour en parler avec nous ce soir, depuis Paris par Skype, Monsieur Li Huan, expert en questions de géopolitique et sécurité. Monsieur Li Huan, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également par Skype M. Arafat Habib, professeur à l'Université de Tunis, expert en questions internationales. M. Arafat, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous et tous les téléspectateurs. Et nous aurons dans quelques instants, quelques minutes, Monsieur Alain Corvez, ancien conseiller du général commandant la force des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui se joindra à nous dans quelques instants. Monsieur, bonsoir et nous allons aller directement dans le vif du sujet. Alors, Monsieur Li Huan, pour commencer avec vous, dans cette affaire, il y a un avant Pelosi et un après Pelosi, et dans le cas éventuel, que sera l'après Pelosi? Bien sûr, il y a un avant, il y a un après. Avant, on essaie de dissuader la visite de cette présidente de Chambre des représentants américains pour lui dire que ça va aller très mal si vous allez venir, parce qu'il y a l'annonce de porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, il y a aussi des présidents l'Assemblée nationale populaire, il y a aussi l'annonce de l'armée. Donc, tout le monde lui essaie de mettre en garde, mais finalement, ça n'a pas marché. Pour la Chine, c'est effectivement une atteinte à sa souveraineté. Comme elle a ça l'a pas empêché de venir, il y a maintenant après. Après, c'est riposte et sanctions. Donc, vous avez parlé à plusieurs niveaux. Il y a ces manœuvres militaires qui n'ont jamais eu dans l'histoire de la Chine moderne, sur maintenant 7 zones autour de Taïwan. On l'a encerclé. Et puis, donc, on n'autorise pas les avions, les bateaux d'entrer et sortir. Il faut savoir que l'île est en fait manque de ressources naturelles. Tout doit venir et puis tout doit repartir. Donc, on va créer une petite crise en fait économique pour que les Taïwanais se rendent compte que finalement on est dépendant du continent. On n'est pas un pays qu'on peut faire ce qu'on veut. On est une région chinoise et on est une province qui est dépendant du continent. Et puis aussi il y a le message passé aux Américains. On a rompu les coopérations militaires, c'est-à-dire il y a un appel sur la mer de Chine pour dire que si jamais il y a un problème entre les bateaux, on peut s'appeler entre les commandants pour savoir ce qui se passe, pour ne pas se tromper. Et maintenant, cette ligne est rompue. C'est-à-dire, si jamais on va s'affronter, on va y aller. On vous dit de ne pas venir, vous êtes là, on va peut-être l'attaquer. Donc, c'est un peu ça le message. Aussi, on a les sanctions vis-à-vis de Pelosi elle-même, aussi sur des associations taïwanais et des hommes politiques taïwanais qui sont des sécessionnistes indépendantistes. Donc voilà, c'est multiple. Et puis ces exercices militaires va durer environ, on dit 3 jours, après on dit 8 jours. Donc en fait maintenant la main est dans l'initiative est dans la main de l'armée chinoise. C'est le temps nécessaire, le temps pour elle nécessaire pour dissuader, pour sanctionner, pour riposter ce qui s'est passé. Oui. Donc le temps qu'il faudra, avec les moyens qu'il faudra. Oui. Vous pensez que la sanction de Taïwan, plutôt de la Chine, va se prolonger dans le temps. Dans ce cas-là, Monsieur Arafat Habib, Taïwan, la ligne rouge finalement a été franchie. Est-ce un coup dur justement pour la Chine, cela dit entre parenthèses, pour sa dignité? Est-ce qu'elle n'a pas pris un coup, elle qui avait menacé de prendre effectivement les mesures qui s'imposaient?
Ah, aucunement, aucunement. Vous savez, il y a dans les grandes écoles géopolitiques du monde une école qui est très connue, c'est l'école chinoise. C'est une école de ce qu'on appelle la patience stratégique. C'est le pays du jeu de Go, donc c'est des gens qui travaillent sur le très long terme et surtout sur ce qu'on appelle la politique de containment. Ça veut dire ils laissent les Américains pénétrer, commettre des erreurs, donner des raisons pour que l'armée chinoise se déploie, tel que vient de le dire le monsieur Li Yuan. Et je le soutiens. C'est la première fois que l'armée chinoise, avec des vols stratégiques, avec des vols tactiques aussi, parvient maintenant à bloquer pratiquement, à créer un blocus à l'est de l'île de Taïwan. Et donc là, plus personne ne peut en vouloir aux Chinois maintenant d'aller chercher des moyens ou des leviers de pression sur l'île sécessionniste. En plus de ça, et c'est ça moi ce qui m'a le plus interpellé, c'est que Madame Pelosi n'est pas partie uniquement pour créer des clivages nouveaux et dont le monde pourrait s'en passer uniquement avec la Chine. Elle a commencé à le faire avec la Corée et là, elle est en train de susciter de très vieux problèmes au Japon sur les îles Kuriles avec la Russie. Donc, à mon avis, est-ce que le Parti démocrate, est-ce qu'une partie de l'électorat américain, de la classe politique américaine maintenant va dans une logique confrontationniste avec la Chine et avec les puissances en Extrême-Orient afin de contrebalancer ce qui se passe en Ukraine? Très grande question, sachant pertinemment que cette fois, l'armée chinoise va pouvoir se déployer de la manière la plus large avec aucune limite. Ça veut dire que maintenant, la guerre, elle va porter peut-être au-delà de Taïwan. On va aller pratiquement vers les Philippines, vers les archipels du Pacifique, où la Chine a déployé des forces depuis un certain moment. Et nous savons que depuis les 5 dernières années, la Chine est redevenue non pas seulement une puissance continentale, mais surtout une puissance maritime avec l'acquisition et la construction de porte-avions. Oui, très bien. Monsieur Al-Khattabib, conservez cette idée parce que nous allons y revenir dans un instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Alain Corvez. Bonsoir. Vous venez d'écouter donc ce qu'ont dit nos invités. Monsieur Alain Corvez, j'allais presque dire, à quoi aura servi finalement la visite de Pelosi? Qu'avait-elle réellement à prouver, si ce n'est le fait d'avoir mis un peu plus de l'huile sur le feu? Écoutez, je suis dans les grandes lignes tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit vos deux précédents invités. Et j'ajouterais qu'en prenant du recul, nous assistons à l'accélération de la décadence des États-Unis d'Amérique. Parce que ceci nous prouve que les États-Unis d'Amérique ne sont plus dirigés par le président Biden, et que Kamala Harris n'est pas jugée apte à le remplacer. Tout le monde sait que le président Biden n'est plus en mesure d'assumer le rôle de chef d'État et qu'il il ne fait qu'appliquer ce que son état-major et c'est l'administration démocrate qui dit de dire ou de faire. Mais là, les États-Unis d'Amérique ont montré qu'ils n'étaient plus gouvernés parce que Nancy Pelosi, en faisant ce voyage, se démarque de la politique officielle des États-Unis d'Amérique vis-à-vis du problème de Taïwan et de la Chine. Donc, c'est une accélération du processus. Moi, je vois les États-Unis se désintégrer dans l'année 2023 assez rapidement, car il y a trop de ferments de division au sein de ce pays, avec des désaccords profonds, raciaux, mais des désaccords également économiques, des désaccords entre les États eux-mêmes qui n'ont pas les mêmes politiques morales et ainsi de suite. Donc, le voyage de Mme Pelosi à Taïwan a été une erreur stratégique de la part d'un pays qui n'est plus gouverné en fait et qui n'a plus les moyens d'assurer sa suprématie
comme il pensait pouvoir le faire encore jusqu'à maintenant. Oui. D'ailleurs, ses Oui. alliés, ses propres alliés localement, et même le Parti démocratique du progrès, je ne sais plus comment ça s'appelle, le parti qui soutient le gouvernement de Taïwan, eux-mêmes au sein du parti, des gens n'étaient pas d'accord pour que Pelosi vienne, car ils savaient que c'était une erreur stratégique de faire ce voyage, mais ils ont dû, sous la pression de la majorité démocrate de la Chambre basse, revoir leur position pour accueillir et accepter et accueillir la présidente de la Chambre basse, Pelosi. Mais on a vu que son passage au Japon, elle a été accueillie assez fraîchement. Donc, la plupart des alliés des États-Unis dans la région, y compris la Corée du Sud, étaient très sceptiques et voire opposés à une telle démarche. Donc, si vous voulez, c'est vraiment la fin d'un grand pays qui a dominé le monde pendant une vingtaine d'années après l'effondrement du système soviétique et qui a voulu imposer sa vision, sa façon de vivre et en plus sa morale complètement dépravée à l'ensemble du monde occidental d'abord et puis du reste du monde. Et donc, je pense que c'est loin d'être un échec, comme certains l'ont dit, de la politique chinoise qui n'a pas su réagir. Je pense que la Chine a très bien réussi. Elle a montré de la patience, elle a montré du recul par rapport aux événements. Elle savait bien, évidemment, qu'elle n'allait pas déclencher une guerre nucléaire avec les États-Unis à cause de ce voyage. Et donc, elle a pris du recul et les mesures qu'elle a prises déjà, dont vos correspondants ont déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, seront très efficaces pour rappeler à Taïwan que, en définitive, ils sont une partie de la Chine et que si, pour des raisons conjoncturelles, depuis des années, ils ont leur propre gouvernement, ils sont détachés, mais ce n'est qu'une situation provisoire et qui devient de plus en plus provisoire et qui le rattachement à la mère patrie se fera tôt ou tard, sous une forme, sous une autre. C'est inéluctable, vous voyez les choses de cette manière-là? Ah oui, c'est absolument inéluctable. Alors, je ne veux pas vous dire que ça va se faire demain, mais je pense que ce qui s'est passé ces jours-ci avec ce voyage de Pelosi ne fait qu'accélérer le processus de prise de conscience des propres habitants de Taïwan qu'ils sont des Chinois et qu'ils peuvent avoir peut-être une sorte d'autonomie de décision, mais qu'ils dépendent du gouvernement de Pékin. Justement, Monsieur Corvez, est-ce que cela va conforter l'idée que vous venez d'exposer? Certains observateurs très avertis de la question disent que justement Pelosi est parti sans le consentement de Biden. Ça prouve quelque sorte que Biden ne gère vraiment pas justement les personnalités ou de son gouvernement ou si vous voulez de son administration. Alors, c'est difficile de juger de la direction du gouvernement américain parce que le pauvre Biden est complètement en dehors des limites de l'épure et il ne fait qu'appliquer ce que son administration démocrate lui dit de faire ou de dire. Mais effectivement, la Maison-Blanche, comme le Pentagone d'ailleurs, était opposée, ils l'ont même dit. Oui. Et enfin, ils ont dit que la décision de Mme Pelosi était sa propre décision et n'était pas en accord avec la politique de la Maison-Blanche. Très bien. Et donc, vous voyez, il y a une incohérence totale dans le gouvernement des États-Unis. Et je vais ajouter, c'est très grave pour l'ensemble du monde, parce que là, il pouvait provoquer la Chine à une guerre nucléaire. C'est quand même de la folie pure. Donc, le drame de notre époque, c'est que la première puissance économique, encore pour le moment, mais elle va pas tarder à être dépassée, mais la première puissance économique du monde, c'est la Chine. C'est la Chine, mais celle qui se dit être la première puissance du monde, et économique notamment et militaire, ne l'est plus en réalité, et elle a même une politique totalement incohérente qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, apparaître encore plus nettement
hélas, au monde entier, Oui. dans la désintégration qui va se produire Très bien. peut-être progressivement et peut-être même plus rapidement que ça. Très bien, Monsieur Corvez. Monsieur Al-Fattabib, je reviens vers vous avant d'aller vers Monsieur Lee Wan, justement, pour aborder le deuxième volet, qui est celui des sanctions. Le fait que Biden n'était pas très consentant pour que Pelosi parte, est-ce que ça change réellement grand-chose sur le terrain, puisque de toute façon, sa visite aura provoqué les vagues de la discorde d'une façon ou d'une autre? Oui, mais ça renforce aussi la position chinoise, parce que avec toute cette érosion de la vision géopolitique et de la stratégie américaine, il y a toujours une possibilité chez les autres pays, en premier lieu la Chine, de poser de véritables questions et de traiter cette visite comme étant presque une anomalie dans les relations entre les deux puissances. Parce que ne l'oublions pas, lorsqu'on parle de Taïwan, et on parle de la Chine, on parle du premier partenaire économique de Taïwan, en termes aussi bien d'importation que d'exportation. Donc dès que l'on parle de blocus et d'autres, bien sûr, leviers de sanctions que pourrait appliquer la Chine à Taïwan, ça va être l'effondrement total de l'économie de ce pays. Donc il ne s'agit pas uniquement d'une simple réponse à l'attitude d'une des parties fondamentales du pouvoir à Washington, mais il s'agit surtout de la volonté de la Chine maintenant de récolter ce que peut la Chine récolter de cette anomalie ou de cette erreur, afin de pouvoir changer un peu la donne dans la région. Parce que qui peut en vouloir maintenant à la Chine d'imposer un blocus ou de chercher à ne plus développer les échanges avec Taïwan, sachant pertinemment que là, on est dans une phase maintenant de reprise économique. Et personnellement, je me pose la question, presque dans la même attitude que Monsieur Corvez a développé tout à l'heure, c'est-à-dire avec un peu de retrait par rapport à ce qui se passe et un peu de recul par rapport à ce qui se passe maintenant dans les relations américaines avec d'autres pays. Et je m'interroge, est-ce que c'est ça le Great Reset dont parlent beaucoup les Américains, cette manière de vouloir redémarrer le monde après Covid, après le conflit en Ukraine? Est-ce que maintenant la politique américaine qui est partie en vrille avec beaucoup d'acteurs géopolitiques tels que Madame Pelosi, le président, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir l'Amérique un peu jouer au pyromane à travers le monde et créer de tension? Et là, c'est une grande peur maintenant qui s'abat un peu sur le monde, parce que partout à travers la planète, nous avons des conflits qui sont sous forme de braise et qui attendent qu'un pyromane pour les raviver. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de voir une certaine politique, une certaine stratégie dans les élites américaines, à savoir, on ne peut garder la suprématie dans le monde qu'en imposant les guerres, qu'en imposant une sorte d'interventionnisme à travers le monde, et surtout en poussant certaines puissances, dont des puissances nucléaires, à passer à l'acte dès qu'il s'agit de questions de souveraineté. Oui, encore heureux que Pékin ait fait preuve de sagesse jusque-là. Monsieur Lee Wan, toujours est-il, le fait est là, le fait accompli est là, la réelle politique est là. Pékin a décidé quand même de suspendre ses accords de coopération, comme vous le disiez tout à l'heure, avec les États-Unis sur le volet militaire, mais également sur le volet climatique, avec les accords de la COP26 qui ont été signés à Glasgow l'année dernière. Et d'ailleurs, même la signature était une surprise. Donc, est-ce que ces décisions sont des décisions assez fortes pour dissuader Washington, ou est-ce que ce sont des décisions qui font mal à Washington? Aujourd'hui, en fait, ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est qu'on ne sait plus trop ce que veut Washington. On ne sait plus trop comment il s'organise, on ne sait plus trop qui commande à la Maison Blanche. Donc,
ils disent que Mme Pelosi, c'est la Chambre des représentants, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'exécutif. Donc ne soyez pas en colère. C'est ça le discours des Américains. Et puis d'ailleurs, il met la faute sur la Chine pour dire que ne regardez pas la situation, ne pas compliquer la situation, alors que c'est la Chine la victime dans l'histoire. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui l'attitude chinoise, c'est que je vous ai mis en garde 1000 fois et ça ne servait à rien. Donc maintenant, je vais faire de ma propre démarche, de prendre l'initiative de vous montrer ma force, de ma volonté et ma détermination. Parce que là, derrière le gouvernement chinois, il y a tout son peuple réuni. Vous savez, la nuit passée, du 3 au soir, quand Mme Pelosi atterrit à Taïwan, tous les internautes chinois suivaient en direct. C'est une humiliation nationale. Parce que quelqu'un qui a écrasé ta souveraineté, qui a écrasé ton honneur, alors qu'on n'est plus à 100 ans ou pendant l'époque coloniale, nous sommes une puissance, 1/5 de l'humanité, et nous sommes une puissance qui doit être traitée telle qu'elle est. Et là, alors là, c'est pas le cas. Donc nous avons passé une nuit d'humiliation. Donc là, vraiment, une bonne occasion pour le pays de se mettre dans le rang, de dire le peuple chinois soutient Pékin, soutient le président et son armée pour exercer toutes les mesures nécessaires pour montrer notre colère aussi, pour riposter. Donc, franchement, là, moi, je ne suis pas dans l'armée, je ne sais pas ce qui est mijoté dans l'état-major. Par contre, avec ce qu'on fait aujourd'hui, en encerclant l'île, une vraie, libération de l'île est imminente. On pourrait le faire si on veut. Mais, justement, Monsieur Li Yuan, est-ce que la possibilité d'envahir, entre guillemets, Taïwan est plausible ou envisageable par la Chine? J'essaie de vous corriger votre propos. Oui. C'est pas envahir. On n'envahit pas sa Enfin, province. je disais entre guillemets, monsieur Li Yuan. On libère sa province rebelle. Oui. C'est une question sino-chinoise de guerre civile qui n'a pas terminé avec le protectorat américain. Donc, je pense c'est possible, mais c'est pas dans l'intérêt de la Chine, parce que la Chine, la volonté de la Chine, c'est pas de faire la guerre, c'est de garder Taïwan dans son cercle et de passer des échanges paisibles et ne pas avoir cette île déclarée indépendante. Et là, la Chine a obligé de répondre militairement de façon finale. Mais là, c'est pas le but, c'est pas l'objectif de Pékin. C'est pour ça que je disais, Monsieur Li Yuan, pardon, désolé de vous couper, est-ce que ces sanctions vont vraiment se faire ressentir sur Washington? Est-ce que Washington va sentir le poids de ces sanctions? En fait, je trouve que les sanctions, vis-à-vis de Washington, c'est un objectif auxiliaire. De toute façon, le rapport de force entre l'Asie est en train de changer. Les Américains ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'ils veulent comme il y a quelques décennies. Aujourd'hui, je pense que le message, il est surtout concentré sur Taïwan, pour que le peuple taïwanais sentir que vous avez pu profiter pendant des décennies le développement de la Chine. On a importé des choses, on a acheté des choses, mais on a volontairement réduit à zéro le taxe frontière. Donc maintenant, vous allez sentir que si une économie sans continent, une économie sans le soutien du gouvernement chinois, vous allez voir ce que c'est. Mais on ne va pas aller trop loin. On va le faire compte, parce que pour la prochaine élection, ils vont peut-être sans dire que voilà, on était peut-être un peu trop naïf par rapport à notre choix d'avenir de notre île. Peut-être ils vont dire on va commencer une négociation que Pékin a proposée à 1000 reprises, qu'il faut une négociation pour déterminer l'avenir de notre propre destin entre le continent et l'île. D'ailleurs, le politique de Pékin, c'était vraiment, on peut tout négocier, même le nom du pays, on peut parler de China United, on peut parler de fédération chinoise, on fait ce qu'on veut, et avec une autonomie grande, mais il faut négocier. Il ne faut pas, soutenir l'ingérence américaine. Parce que ce qui est important aussi, là, il y a, j'ajoute un dernier point, c'est les J7. Parce que ça, c'est un point que les Chinois n'acceptent pas. C'est que le G7 a prononcé que ils ont mis en garde de Pékin, ne pas jouer le feu, ne pas faire des choses très dangereuses en Asie, alors que la Chine, c'est ce qui était provoqué, c'est la victime. Et ça nous rappelle, en fait, il y a 100 ans, l'armée des impérialistes rentrait à Pékin.
C'est pour les Chinois, parce qu'à l'époque, il y avait 8 nations en 1900 Oui, entrées oui. à Pékin qui ont chassé l'impératrice de palais d'interdit. Et pour les Chinois, aujourd'hui, ils nous mettent en garde, alors qu'ils se prennent pour qui, et il faut qu'ils réveillent. On n'est Voilà. plus dans le monde Je me colonial. demande, oui, oui, très bien, Monsieur Liwan. On conserve votre idée parce qu'on va y revenir. Comme on voudrait donner un petit peu la parole à Monsieur Alain Corvez. Monsieur Alain Corvez, vous venez d'entendre donc Monsieur Liwan. Effectivement, cela est vécu quand même, cette visite à Taïwan, comme un soutien indirect ou même direct des États-Unis, ce qui est un petit peu provocateur, voire un peu plus, Monsieur Alain Corvez. Oui, écoutez, le statut international, il y a un consensus international du monde entier pour reconnaître qu'il n'y a qu'un seul gouvernement de la Chine et c'est celui de Pékin. Et que la situation de Taïwan est une situation anormale, mais le seul gouvernement qui est représenté aux Nations Unies, c'est le gouvernement de la Chine. Donc, et les États-Unis ont reconnu dans un accord signé, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais 79, non, je dirais des bêtises, donc un accord signé conjointement avec la Chine sur le fait qu'il y avait un seul gouvernement et que les États-Unis se réservaient néanmoins le droit de continuer à avoir des échanges avec Taïwan sur le plan culturel et économique. Mais les États-Unis reconnaissaient, jusqu'à cette visite de Pelosi, qui semble être devenu le gouvernement des États-Unis au lieu que ce soit Biden et son administration, jusque-là, la politique officielle des États-Unis d'Amérique était de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul gouvernement, c'est le gouvernement de Pékin. Donc c'est une infraction très grave les choses sont claires. À l'ordre international. Ensuite, je voudrais ajouter que, je crois le 3 août, la Russie a fait une déclaration d'appui à la position chinoise qui était sans aucune ambiguïté, très claire, disant que justement les États-Unis à nouveau enfreignaient l'ordre international et qu'ils étaient des fauteurs de guerre, mais qu'ils devaient réaliser que leur suprématie était désormais du passé et qu'il n'y avait plus de place pour des actions comme celle que a menée Mme Pelosi. Alors, est-ce que Nancy Pelosi on a vu que les États-Unis d'Amérique officiels ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, enfin qu'ils n'avaient pas voulu cette visite, mais n'empêche qu'elle a eu lieu quand même. Or, et Mme Pelosi, c'est quand même une personnalité importante puisque c'est la troisième personnalité très importante aux États-Unis, je pense. Donc, il y a une incohérence totale dans le comportement des États-Unis d'Amérique, mais vous savez, après l'échec de l'Afghanistan, après l'Ukraine, où ils continuent à soutenir un gouvernement qui n'est même plus un gouvernement, parce que Zelensky, on ne sait même pas si demain il sera encore président, ou s'il y aura Poroshenko à sa place, ou encore un autre. Donc, la politique américaine n'est faite que d'aberrations répétées. De failles de tension, des accès. J'ai cité seulement l'Afghanistan, mais si on remonte dans le passé, il y a plein, depuis le Vietnam, il y a plein d'incohérences comme ça. Donc, je pense que c'est ça qui est grave, c'est que ce pays est capable d'aller provoquer des guerres. Alors, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à la guerre nucléaire, mais il est en permanence en train de frôler la possibilité d'une guerre nucléaire. Oui. Alors, j'aurais aimé poser quand même ma question. Hélas, on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que, monsieur, je vais vous donner quand même le mot de la fin, chacun d'entre vous, en vous demandant, s'il vous plaît, d'être très bref. Monsieur Liwan. Oui, je pense que nous sommes en train de témoigner justement la transformation du monde. Depuis un monde qu'on appelle les Américains, un monde basé sur des règles imposées par des Occidentaux, vers un monde d'une gouvernance plus démocratique, une gouvernance plus équitable, plus égalitaire. C'est d'ailleurs, je parle à l'Algérie, en train de demander l'adhésion au BRIC. Absolument. Ça, c'est un très bon dossier, oui, effectivement, monsieur Liwan. Donc, nous sommes en train de témoigner un changement du monde. Et cet événement à Taïwan, cette provocation lancée par numéro 1 à numéro 2 d'une façon
très violente, très humiliante, va accélérer ce processus. Merci beaucoup, Monsieur Liouane. Monsieur Rafat Habib, un dernier mot, s'il vous plaît. Oui, moi, avant de conclure. Je pense que cette visite témoigne d'une réelle fragmentation dans la prise de décision politique et stratégique aux États-Unis. Je pense que là, c'est une véritable menace pour le monde. Il s'agit quand même d'une nucléaire, et surtout il ne s'agit pas de choses qui sont dans le pourtour américain. Il s'agit de zones, de territoires qui sont extrêmement éloignés et dans des régions où il faut vraiment faire du travail en prenant en considération on a dépassé un peu. Beaucoup de considérations stratégiques. Merci beaucoup, merci Monsieur Alain Corvez, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également Monsieur Li Huan et Monsieur Rafat Habib, je vous remercie mesdames et messieurs. Ainsi s'achève notre émission. Je vous retrouve demain. Au revoir.